Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé en participation avec Baker Tilly Strego et Talentia Software. Première petite question, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que tout est OK pour vous au niveau technique? Si vous pouvez juste utiliser votre chat sur la droite pour nous confirmer que tout est OK, ce serait super, comme ça on peut commencer la présentation. Je ne sais pas. Ah voilà. Bon, il y a un petit décalage. Merci beaucoup d'avoir répondu. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer ce webinaire. Du coup, on avait un petit sujet qu'on souhaitait partager avec vous, c'est l'élaboration budgétaire sous influence Covid-19. Alors, c'est vrai que la Covid est apparue à un moment où l'exercice 2020 venait tout juste de commencer pour les entreprises. Et on a vu, en fait, les limites de certaines organisations pour la mise en place de ce suivi budgétaire. Et on pense que l'établissement du budget pour l'exercice 2021 risque d'être un peu difficile pour toutes les entreprises en raison du niveau d'incertitude qui est lié à la pandémie du Covid-19. Donc, on trouvait que c'était une bonne idée de partager avec vous quelques retours d'expérience sur la mise en place de l'élaboration budgétaire et pouvoir répondre à vos questions sur comment simplifier et optimiser ce contexte d'élaboration budgétaire dans une période qui est un peu perturbée par la pandémie du Covid-19. Alors, on vous propose un petit agenda qui se décompose de la façon suivante. Donc, quelles sont les problématiques des entreprises en matière d'analyse, prévision financière et réalisation budgétaire? En quoi la Covid a accentué la situation et mis sur le devant de la scène certaines problématiques? En quoi une solution CPM pour vous aider? Alors, Dominique y reviendra pour vous décrire ce qu'on appelle une solution de CPM. Donc, en anglais, c'est Corporate Performance Management ou outils de gestion de la performance financière. On en profitera pour vous montrer comment ça marche et ce que vous pouvez en retirer en termes de bénéfices. Pour ceux qui ne connaissent pas Baker Tilly Strego, qui est le premier cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil au monde, Isabelle vous décrira en quelques minutes ce cabinet et comment ils accompagnent les entreprises aujourd'hui. Et puis, on vous présentera aussi rapidement Talentia Software pour ceux qui ne connaissent pas. On pense passer, je vais dire 30 minutes ensemble. Je pense que ce sera le bon timing. Et puis, pendant 15 petites minutes, on répondra à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à utiliser le chat sur votre droite que vous avez déjà utilisé pour me stipuler que le son était OK pour poser les questions. On aura aussi, au cours de cette présentation, on souhaiterait vous faire intervenir sur quelques sondages. Donc, on a 3 questions qu'on souhaiterait partager avec vous. Vos réponses nous intéressent parce qu'en fait, on est très intéressé pour savoir comment les entreprises en fait s'adaptent à la situation aujourd'hui et voir si effectivement la Covid a eu un impact plus ou moins fort au sein de vos organisations. Ce que je vous propose, c'est du coup de rentrer directement dans le débat. Donc, je suis accompagnée de 2 experts sur la gestion de la performance financière. Donc, Dominique Di Grande, qui est Client Advisor chez Talentia Suisse, enfin, région DACH plus largement. Donc, Suisse, Autriche et Allemagne. Isabelle Gilt, qui est associée chez Baker Tilly Strego. Et puis, moi-même, qui suis CMO, donc directrice marketing chez Talentia Software. Ce que je vous propose, c'est de vous passer la main, Isabelle, pour commencer la première thématique sur les enjeux du processus budgétaire. Voilà. Donc effectivement, il nous semble important de resituer le sujet déjà dans le processus budgétaire en tant que tel. Donc, c'est un exercice que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, en train de réaliser. Donc, de voir pendant les vacances, de voir de rentrée, puisque c'est un exercice qui est souvent fait de façon annuelle. Et dont l'objectif, c'est d'amener les moyens et les ressources qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Alors, ces objectifs, ils sont souvent multiples. Il s'agit déjà de décliner la stratégie de l'entreprise. Donc, évidemment, le contexte et l'environnement va prendre une part importante dans cette réflexion, mais c'est aussi permettre le pilotage de la performance au niveau opérationnel auprès des gens qui sont sur le terrain et permettre aussi à la direction financière d'avoir un pilotage de l'ensemble.
Donc, c'est un processus qui est collaboratif, qui doit permettre l'échange entre les différents acteurs de l'entreprise. Et la direction du contrôle de gestion étant généralement mandatée par la direction générale pour animer, orchestrer et aboutir à un budget. Donc, vous avez une petite présentation ici assez synthétique de ce qu'est un processus budgétaire. Donc, on va déjà parler de tout ce qui est objectif et cadrage au niveau du démarrage. Donc, ça va s'appuyer sur des indicateurs, ce qu'on appelle aussi des KPI, qui sont des éléments constitutifs de ce qu'on appelle le business model, donc le chiffre d'affaires par exemple, la marge commerciale, enfin il y a un certain nombre d'indicateurs qu'il faut prendre en compte et qui va s'appuyer sur des hypothèses qui sont relatives à tout un contexte, que ce soit l'environnement concurrentiel, le comportement des consommateurs, les prix de marché, ce qui va se passer au niveau des résiliations de contrats, par exemple, les hypothèses sur la localisation liées au taux de change, à l'inflation, au contexte réglementaire, social. Bref, il y a beaucoup d'hypothèses qu'il faut prendre en compte et qui peuvent être fortement évoluées dans un contexte comme on connaît aujourd'hui. Tout ça, ça doit être repris dans une instruction, dans une note de cadrage qui est élaborée par la direction générale, mais qui fixe aussi des dates, un planning et le process. Donc, tout ça, c'est un processus qui est relativement lourd, qui demande des travaux itératifs, alors, qui vont du haut vers le bas, du bas vers le haut, avec un certain nombre d'hypothèses. Il y a besoin aussi d'historiser et de suivre toutes ces hypothèses pour arriver finalement à un budget définitif qui va être la synthèse de tous ces échanges et toutes ces projections. Donc, pour synthétiser, c'est un processus qui implique de nombreux acteurs à différents niveaux qui vont devoir se coordonner et souvent dans un laps de temps assez court puisque l'objet, c'est pas de passer des mois et des mois à élaborer un budget, mais d'être assez efficace dans la production de ce budget. Donc, voilà pour les principes généraux. Si on passe sur la slide suivante. La suivante. Alors, juste avant, Isabelle, je te coupe un petit peu parce que pour les personnes qui n'ont pas vu, on a lancé un sondage en fait sur la partie droite de votre écran. Donc, la première question qu'on souhaiterait vous poser, c'est pensez-vous que la Covid aura ou a déjà eu un impact sur votre projet? Donc, si vous pouviez juste répondre par oui ou par non et lancer vos réponses, ce serait sympathique. Merci beaucoup et désolée Isabelle de t'avoir interrompu. Pas de souci. Donc, on va passer ensuite la problématique dans les entreprises en matière de prévision. Après, c'est ce panorama général au niveau des processus. Donc, souvent, les directions financières, les directeurs financiers soulèvent un certain nombre de besoins. Donc, vous avez des petites bulles ici qui en font état. Ce qu'on constate souvent et les demandes qu'on a souvent déjà, c'est un besoin d'améliorer la productivité et l'efficacité de la production du budget. Donc, comment on obtient les indicateurs dont on parlait, qui c'est souvent des analyses qui sont longues, fastidieuses et peu automatisées. Comment on met à jour ces fameuses hypothèses qui sont parfois, c'est parfois peu facile, peu agile et peu rapide de pouvoir les mettre en œuvre, parce qu'on a vu que ça fait appel à beaucoup de concepts. Bref, on a souvent un processus qui est assez long. Je parle pas aussi du reporting, qui, lorsqu'il n'est pas industrialisé, automatisé, peut aussi être très fastidieux et qui, au final, c'est un processus qui, lorsqu'il est long, ne nous permet pas d'avoir suffisamment de temps pour retravailler les hypothèses, pour prendre du recul par rapport aux chiffres, pour dégager du temps sur l'analyse. Alors, ça, c'est un premier constat sur la productivité du process, mais il y a aussi beaucoup de sujets qui tournent autour des données, de pouvoir avoir des données qui sont accessibles, qui sont fiables aussi, qui sont cadrées, qui sont partagées, qui sont uniques. Et comme on a beaucoup de systèmes d'information et de plus en plus de systèmes de sources d'information pour pouvoir produire ce budget, ça devient un sujet de plus en plus important, de savoir aussi à quelle maille on va collecter ces données pour pouvoir avoir un bon niveau d'analyse, un bon niveau de simulation. Le sujet aussi qui concerne à sauvegarder et à sécuriser ces différentes versions du budget. Donc, si on simule plusieurs hypothèses parce qu'on est dans un environnement incertain, il faut pouvoir aussi sauvegarder ces différentes hypothèses et pour pouvoir les rejouer et puis voir les évolutions d'une hypothèse à l'autre. On a aussi souvent besoin dans des sociétés qui évoluent, qui se structurent ou qui se restructurent,
un outil qui soit flexible. Hein. On peut avoir besoin de changer le modèle de business, on peut avoir besoin de changer l'analytique, on peut avoir besoin d'aller plus profondément sur certaines données. Donc, il faut pouvoir avoir aussi un outil qui soit flexible, facile à utiliser et qu'on puisse adapter facilement à l'organisation de l'entreprise. Enfin, le sujet aussi, on a des gens qui travaillent en particulier sur Excel, mais c'est un exemple. On a aussi besoin d'un outil qui puisse être collaboratif, qui puisse permettre le partage du process et des données. Donc, tout ça fait que les DAF ont toujours, encore aujourd'hui, bien qu'il y ait des technologies qui existent, des besoins qui sont prégnants. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Béatrice, sur un autre sondage à ce niveau-là, je continue. Point suivant, la question finalement, c'est ce contexte-là, on le connaissait, mais quid de la Covid et en quoi elle a pu faire évoluer ou accentuer la situation. Donc, Béatrice, si tu pouvais passer à la diapo suivante. Voilà, la suivante. Donc, on a fait le tour d'un certain nombre de nos clients, hein, des directions financières avec lesquelles on travaille. Et en fait, il en ressort dans ce contexte de la Covid un certain nombre d'enseignements. Alors, on les a surtout répertoriés sur 3 grands thèmes. Le premier, déjà, c'est que les directions financières ont besoin de resimuler très, très rapidement des nouveaux budgets, puisque on a connu des arrêts de fermeture d'entreprises, arrêts d'activité. Donc, il était vraiment fondamental de savoir comment le budget pourrait se terminer et aussi travailler de façon rapide sur les prévisions de trésorerie, et trésorerie qui est évidemment le nerf de la guerre. Donc, il a fallu faire cet exercice de resimuler très rapidement avec de nombreuses hypothèses, mais faire ça avec de la réactivité, de la rapidité, de l'agilité, et puis aussi de pouvoir de pouvoir construire plusieurs scénarios avec les différents opérationnels et de façon itérative. Donc ça a été un premier point important, et on a également eu besoin de faire des zooms et des analyses plus fines sur certains éléments budgétaires. Alors, on peut citer, par exemple, plutôt des coûts qui ont pu être complémentaires, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est de voir un peu les impacts négatifs qu'il y a pu y avoir, donc des coûts complémentaires, par exemple, de savoir rapidement comment est l'impact du renforcement du staffing, par exemple, sur un service de desk, de voir des impacts sur les moyens qui ont été nécessaires de mettre à disposition dans les domiciles des collaborateurs, les achats de masques, etc. Donc, c'est un certain nombre d'éléments complémentaires qu'on ne simulait pas forcément à ce niveau de l'État, ni même dans leur nature, et il a fallu prendre en compte dans les hypothèses. Mais on a pu aussi avoir, au contraire, des économies sur un certain nombre de postes, notamment liés aux locaux, à la mise en place de chômage partiel. Donc tout ça, ce sont des nouvelles hypothèses qui sont arrivées et qu'il a fallu mettre en place très rapidement. Donc ça, c'était un besoin qui nous est remonté très, très systématiquement. Et bien sûr, de voir l'impact de reporter un projet, le rendement de tel investissement ou le fait de reporter tel investissement, ce que ça pouvait avoir comme impact sur le modèle économique. Donc, premier point, la resimulation rapide et agile de tous les nouvelles hypothèses à faire par rapport au Covid. Alors, le deuxième point, le petit b, là, ce qui a été important aussi, c'est les entreprises qui ont réussi à s'adapter, c'est celles qui ont permis à leurs collaborateurs, que ce soit les opérationnels ou les contrôleurs de gestion, d'accéder aux données et aux outils à distance, donc, notamment le télétravail, mais c'est aussi de pouvoir accéder aux données. Comme on l'a dit tout à l'heure, les données sont souvent assez dispersées, avec des granulités différentes. Donc, quand il y a plusieurs outils, il faut pouvoir accéder à tout ça. Donc, il a fallu voir comment retravailler ensemble sur ces données et puis aussi retravailler ensemble à distance. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième, évidemment, il y a une charge de travail complémentaire, surtout pour les équipes qui travaillent sur le budget, que ce soit les opérationnels ou les contrôleurs de gestion. Et ça a généré aussi
des délais réduits dans la production d'autres éléments, et il a fallu absorber cette charge de travail. Donc voilà, nous, les enseignements et la synthèse qu'on a pu faire sur les impacts du Covid, sur ce suivi et cette élaboration budgétaire. Un point important aussi, je ne l'ai peut-être pas suffisamment mentionné, mais il y a eu un véritable besoin aussi de faire de sortir du reporting beaucoup plus souvent, que ce soit un reporting global ou un reporting sur certains axes d'analyse. L'aspect reporting aussi était un élément important dans cette période. Super, merci beaucoup Isabelle. Du coup, je reprends la main pour partager les résultats du sondage. Donc, à la question, pensez-vous que la Covid a impacté ou aura impacté votre processus budgétaire? Vous êtes quand même 71% à répondre oui, moyennement fort et 14% oui, très fort. Ce qu'on a pu voir, et tu l'as très bien précisé Isabelle, c'est que avec le Covid, ça a remis en question tout le budget 2020 et que depuis, les entreprises n'ont pas cessé de s'adapter à la situation, de revoir leurs atterrissages et leur budget pour pouvoir en fait prédire l'atterrissage 2021 au plus juste en lien direct avec les lignes métiers et les business units. Et c'est vrai que ce qui va caractériser l'élaboration budgétaire 2021, c'est la capacité de pouvoir capitaliser sur ce qui s'est fait en 2020, de pouvoir anticiper 2021 avec des simulations très très fortes, avec une capacité de pouvoir réagir en temps réel en fonction de l'évolution économique des entreprises, et puis cette capacité aussi à pouvoir communiquer en temps réel avec les différentes parties prenantes, parce qu'en fait, on sait très bien qu'un budget n'est juste que si et seulement si il est partagé par l'entreprise. Donc, et tu l'as très bien dit en fait sur ces différents points, Isabelle. Ce qu'on voit, c'est que, et du coup, je passe à la suite, c'est que l'élaboration budgétaire, pour justement permettre cet atterrissage au plus juste et cette capacité de stimulation, doit pouvoir s'appuyer sur des solutions. Donc, il y a des solutions qui existent, qui sont des solutions de gestion de la performance financière ou de solutions de CPM. Ce que je vous propose maintenant, c'est avec Dominique Digrandet, notre expert CPN, de passer sur le sujet de comment une solution en fait peut vous aider à être plus réactif et à pouvoir mettre en place des budgets de façon plus optimisée. On a une deuxième question du coup à vous poser dans la partie sondage, qui est la suivante. Dans le cadre de la Covid, avez-vous trouvé que vos solutions étaient performantes pour collecter l'information nécessaire et pouvoir réajuster vos budgets au regard de la situation sanitaire que vous aviez à vivre? Et est-ce que ces solutions vous ont permis en fait de refaire vos simulations, de refaire vos prédictions d'atterrissage et de forecast? Donc, c'est pareil que pour la première question, si vous pouvez passer 2-3 minutes à répondre, ce serait hyper intéressant pour tout le monde. Dominique, je te laisse la main sur cette troisième partie. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous également de ma part. Alors, le CPM, Corporate Performance Management, en français, le pilotage de la performance. Peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Isabelle, l'élaboration budgétaire est un processus central, mais c'est vraiment la pointe émergée de l'ensemble des processus financiers au sein des entreprises. Et on le voit sur ce slide, le CPM, on le voit plus comme un domaine ou comme un macro-process que comme un processus classique qu'on s'attend en fait à voir dérouler de manière séquentielle. Et sous cet angle-là, l'élaboration budgétaire, par conséquent, doit être considérée sous ses multiples objectifs. Ça aussi, ça a été déjà mentionné. La déclinaison de la stratégie de l'entreprise, le pilotage de la performance financière est directement lié et fortement couplé même le pilotage de la performance opérationnelle. Donc, à partir du moment où on présente, c'est bon, tu peux switcher sur la prochaine slide. À partir du moment où on présente le CPM de cette manière-là, on se rend compte de l'importance de la solution pour justement permettre
d'obtenir un référentiel de la société dans sa globalité centralisé, puisque lorsqu'on parle de stratégie, on va mettre l'accent sur tel ou tel élément opérationnel selon la société que l'on est et le business model que l'on développe. Néanmoins, on doit être capable de modéliser la stratégie dans sa globalité. Donc, le référentiel, il est clé. Donc souvent déjà, le référentiel n'est pas maintenu de manière centralisée unique et ça peut représenter un certain nombre de défis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le concept ou le domaine du CPM n'est pas récent et d'une manière ou d'une autre, il est formalisé au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années, probablement depuis toujours. Ce qui est souvent une faiblesse, c'est dans un premier aspect, ce référentiel. Maintenant, il y a un autre aspect où on s'est rendu compte que ça pouvait être pénalisant lorsque l'environnement devient plus turbulent ou qu'il y a beaucoup plus de changements, puisque finalement on était souvent sur un processus annuel qu'on rafraîchit parfois de manière trimestrielle et c'était largement suffisant. Mais lorsque tout devient plus turbulent, on s'est rendu compte aussi que favoriser l'indépendance et l'autonomie dans l'exploitation et la maintenance évolutive de tout ce modèle est absolument fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil doit être dans les mains des responsables fonctionnels. Changer le référentiel, changer un traitement, changer un rapport, changer ou créer un nouveau rapport, donner accès à l'information à d'autres personnes dans l'organisation doit être dans les mains du fonctionnel pour qu'il n'y ait plus la latence en disant voilà, il faut que je demande l'autorisation, je sais pas, à un département IT ou il faut que je demande l'approval de telle ou telle personne qui ne serait pas dans mon département. Ça, c'est vrai que même en ayant un référentiel à une solution qui permettrait l'agilité, si le processus n'est pas dans les mains de ceux qui le comprennent le mieux, on crée des latences qui ne permettent pas d'être efficaces. Donc ça, c'est exactement ce que je vais essayer de vous démontrer maintenant dans les prochaines 10-15 minutes avec la solution Talentia Performance Management. Et surtout, en fait, ce qui est important, c'est qu'en 15 minutes, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Donc, je vais essayer d'axer la démonstration sur ces deux points que j'ai mentionnés jusqu'à présent, qui sont un, la maintenance du référentiel et deux, la facilité de collaborer et de partager les outils par les fonctionnels. Juste avant que tu passes à la démo, Dominique, on a le résultat du deuxième sondage. Donc, à la question, dans le cadre de la Covid, est-ce que vous avez trouvé que vos solutions étaient performantes pour collecter l'information nécessaire et réajuster en fait vos atterrissages? En fait, on a 67% des gens qui ont répondu non et 33% des gens qui ont répondu oui, ce qui confirme bien le besoin de solutions qui soient temps réel et dynamiques sur l'accompagnement de tout ce qui est test, simulation et gestion budgétaire. Voilà. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. Alors, bon, je crois que je dois partager la totalité de mon écran parce que... Bon, on va y aller comme ça. Je vais reprendre la main. On a perdu un peu Dominique, donc le temps qu'il revienne pour faire sa démonstration. Donc c'est vrai que là, on est vraiment en plein dans les périodes d'élaboration budgétaire de 2021. Et du coup, c'est le bon moment en fait pour se reposer la question des processus internes, de la façon dont la mise en place des budgets peut se faire dans les organisations. Et la bonne question aussi, c'est effectivement, est-ce qu'on a les outils qui nous permettent de capitaliser sur de la donnée fiable, à savoir de la donnée comptable, mais également de la donnée financière. Et est-ce qu'on a les bons outils qui nous permettent de collaborer avec les différentes lignes de métier pour pouvoir définir ces différents budgets qui ont pour but de tirer le bilan de l'impact de la crise de la Covid-19 sur l'économie et les
de pouvoir évaluer l'espace budgétaire nécessaire pour la poursuite des dépenses prioritaires qui devront supporter en fait les objectifs 2021 et la croissance de l'entreprise. Et puis, le troisième objectif, c'est de pouvoir évaluer les besoins en financement de l'entreprise et de savoir si, effectivement, financièrement parlant, l'entreprise a besoin d'aller chercher à l'extérieur un peu de cash ou si les prédictions d'atterrissage sur l'année 2021 suffiront à accompagner la croissance de l'entreprise et ses objectifs. Dominique est revenu, du coup, je lui relaisse la main et je vous dis à tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Dominique. Ah bon, cette fois. Et vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Bon, c'était un peu laborieux, mais on va essayer de rattraper le temps perdu. Alors, vous voyez devant vous l'interface utilisateur Talentia, donc le point essentiel. Mais après, ça c'est presque des banalités que je vais dire, c'est que toute l'interface forcément doit être basée web pour que les gens au sein de l'entreprise, en dehors de l'entreprise, chez eux en l'occurrence dans certains cas, puissent participer au processus et que tout ça soit sécurisé. Donc ça c'est évidemment l'élément de base. Alors ce que je voulais vous montrer dans un premier temps avant de rentrer dans l'opérationnel, c'est que ici à votre gauche, vous avez ce qu'on appelle le référentiel. L'élément clé du référentiel, ce n'est évidemment pas de gérer la dimension temporelle ou les devises et les unités opérationnelles, ça c'est assez classique. Par contre, ce qui est fondamental, c'est d'être capable de gérer le nombre de dimensions nécessaires pour permettre de traiter la granularité de l'ensemble des indicateurs impliqués dans le processus budgétaire. Et par indicateur, on ne parle pas uniquement d'indicateurs financiers, mais toutes les hypothèses qui participent en fait à la simulation sont vues également comme des indicateurs et elles ont elles ont elles-mêmes des granularités qu'il faut être capable de couvrir avec ce type de dimension. Une fois que je suis dans une dimension, ça suffit pas d'avoir qu'une seule vue de l'information, mais je dois avoir une vue quasi illimité de cette information, c'est ce qu'on appelle des hiérarchies. Donc, les éléments de base sont identiques, mais je peux les agréger de manière différente suivant le processus financier que je traite ou si je me retrouve dans un processus opérationnel. Donc ici, on est clairement dans une dimension et puis je vois ici différentes manières d'agréger l'information. Après, un autre élément qui est très important, c'est que si je prends ici une dimension plus opérationnelle comme les employés, évidemment, il est fondamental que je puisse fonctionner avec des hiérarchies, mais si je veux réellement faire du reporting et donner toute l'information nécessaire aux opérationnels ou aux financiers qui participent au processus, je dois être capable de rajouter un nombre d'informations qui ne sont pas directement nécessaires pour créer la dimension ou la hiérarchie elle-même, mais qui vont me permettre de vraiment comprendre tout le contexte. Donc très souvent, ce sont des informations qu'on va trouver que dans des outils techniques de type business intelligence, mais ici, on se rend bien compte que sans avoir la dernière version de toutes ces caractéristiques, quelque part, il me manque l'information nécessaire pour décider. Et si demain,
je veux une caractéristique supplémentaire, il faut que j'ai la possibilité de la rajouter par moi-même sans passer par tout un processus technique, une fois de plus, qu'on connaît très bien, qui sont ces processus de transformation et de chargement des données transactionnelles vers des environnements analytiques. Ici, je veux être maître et responsable de l'ensemble des informations qui me sont nécessaires dans mon processus et je veux pouvoir les faire vivre. Donc, quand je dis je veux les faire vivre, ça veut dire que, par exemple, ici, au niveau d'une dimension, si j'en ai besoin, je veux pouvoir supprimer un élément, je veux pouvoir ajouter un nouvel élément, soit au même niveau, soit en fait à un niveau plus bas, et ensuite collecter de l'information associée à cet élément. Ça paraît peu de choses, mais déjà cet aspect-là peut souvent être problématique. Alors, je comprends bien que d'un point de vue gouvernance, il faut des règles pour éviter que chacun puisse perturber la manière dont l'information est stockée de manière centralisée. Mais cette règle de gouvernance est devenue tellement stricte dans beaucoup d'organisations qu'on n'est plus capable d'être agile dans un processus budgétaire ou dans un processus de reforecast. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails ici, mais en tout cas, il faut savoir que pouvoir créer ses propres dimensions, pouvoir créer ses propres hiérarchies, y associer des caractéristiques, créer des attributs, et ensuite, évidemment, créer des indicateurs financiers et opérationnels et y rattacher les dimensions qu'on vient de créer, ça c'est quelque chose qui doit être dans les mains des fonctionnels. Alors, ça rejoint le point que j'ai mentionné avant. Si ces éléments-là requièrent systématiquement des interventions d'experts techniques, on est déjà sûr que malgré la solution qui peut être à disposition dans l'entreprise, on ne va pas être suffisamment agile en période turbulente. Période classique, pas de problème. Dès que ça devient turbulent, il faut qu'on ait besoin de pouvoir s'appuyer sur ce type de référentiel qu'on maintient soi-même. Ensuite, il y a un autre élément qui va dans la même direction, mais qui, cette fois-ci, ne touche plus les données et les métadonnées, mais qui va plutôt traiter des outils. Une solution de CPM doit mettre à disposition un certain nombre d'outils, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'un processus, mais il s'agit d'un macro-processus. Donc, il faut que je sois capable de gérer des workflows, il faut que je sois capable de créer des formulaires, il faut que je sois capable de donner accès à l'ensemble des données à travers une interface de BI pour tout un chacun qui veut participer. Donc, l'uniformisation des outils, c'est l'uniformisation du langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle stratégie, quand on parle finance, quand on parle budget au sein de l'organisation, on utilise tous les mêmes outils, donc on parle tous la même langue. Et ça, c'est fondamental également pour l'agilité et surtout pour la réussite dans la gestion du changement et l'acceptation de ce type de solution. Une fois que tous ces deux aspects sont en place, on a un effet de levier incroyable pour la simulation. Donc, je vais vous montrer un peu quelques-uns de ces outils. Ici, je ne suis pas encore dans le workflow classique d'élaboration budgétaire, mais j'ai organisé mes activités, on va dire, ou j'ai regroupé mes activités en différentes tâches. Donc, je vais avoir ici des tâches plutôt de type reporting. Donc, je peux vous montrer un exemple. Je crée sur ce PNL Monthly. Ah, pardon. Et donc, je vais ouvrir une feuille Excel avec à ma droite une palette qui me permet d'exécuter la feuille. Et ça, c'est un élément extrêmement clé dans toute la présentation, qui est de dire les outils Office, on les critique beaucoup parce que c'est clair que la multiplicité de feuilles Excel peut devenir un problème pour
la gestion et l'évolution, on va dire, du modèle. Ici, ce qu'on fait, c'est un peu différent. C'est que on utilise Excel, on utilise Word également de la même manière pour travailler sur le formatage de ce qu'on souhaite présenter. Et là, on est en général très efficace parce que toutes les personnes sont déjà formées sur ce type de solution. Par contre, on va utiliser la palette pour lancer la requête qui va aller collecter l'information dans la base de données et la rapatrier dans ce rapport. Alors, ce rapport, il a la possibilité, du fait que c'est de l'Excel, de fonctionner comme un rapport pour restituer de l'information. Il a aussi la possibilité de fonctionner comme un formulaire pour pouvoir saisir de l'information. Donc ça, c'est extrêmement puissant puisque en connaissant un peu Excel, je suis capable de restituer pour d'autres, je suis capable de préparer un formulaire pour moi-même ou pour d'autres. Les fameuses dimensions dont je parlais avant et les indicateurs, on va les retrouver ici dans la palette et on va pouvoir dire, voilà, maintenant, je peux choisir un autre élément dans ma hiérarchie. Je peux aussi changer de hiérarchie si j'en ai besoin. Et il y a une fonctionnalité que je trouve très intéressante. Si la sécurité me donne accès à l'ensemble de ces agences-là, je peux sélectionner 5 agences et simplement cascader la création d'instances de cette même feuille Excel. Donc là, je vais avoir la même feuille Excel recopiée 5 fois, chaque fois pour une agence. Et elle collecte chaque fois les données directement dans la base. Donc, on voit vraiment, en fait, quand je parle d'outils et de langage de communication, cette flexibilité de l'accès aux données et cette facilité de la représenter, voire de la modifier, on verra après, est clairement une force d'une solution CPM robuste. À nouveau, pour faire le lien avec le référentiel, si j'ai toutes ces fonctionnalités, mais que je ne peux pas faire évoluer mon référentiel au besoin, soit lorsque la stratégie de l'entreprise change, soit lorsque les hypothèses en période turbulente changent rapidement, c'est très joli d'avoir ces outils, mais ils me servent à rien parce que il me manque l'agilité en amont. Donc, j'ai bien besoin de combiner les deux. Un autre élément où j'ai envie d'être indépendant aussi, pas toujours, mais souvent, c'est la capacité de charger des données. Alors, oui, une fois de plus, créer des processus qui permettent d'écrire directement dans les bases de données, c'est probablement mieux en termes de gouvernance. Avoir la capacité de charger un fichier et de créer éventuellement une table de correspondance par moi-même et dans cette table de correspondance de rajouter un enregistrement qui me dit, voilà, dans la source, ça s'appelle 87 452 et dans ma solution CPM, ça s'appelle M0001. Cette table de correspondance, une fois de plus, c'est moi qui en ai la responsabilité. Si les droits me sont accordés, j'ai le droit de rajouter des enregistrements dans cette table de correspondance, ce qui fait que je suis totalement indépendant dans la capacité à charger les données. Oui, un fichier CSV, c'est peut-être pas le Graal en termes de gouvernance. Oui, peut-être que de faire des transformations de ce type-là, c'est pas idéal. Ce serait mieux de n'avoir aucune transformation. Mais le monde réel est fait de telle sorte que ces cas arrivent très souvent et je dois être indépendant. Un autre élément que je vais peut-être vous montrer rapidement aussi, c'est la même philosophie qu'avant, mais c'est ici, j'ouvre à nouveau un formulaire Excel comme on l'a vu avant. En l'occurrence, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un rapport, mais il s'agit bien d'un formulaire. Alors, il a exactement le même aspect, mais une fois que je vais propager et donc lancer la requête qui me permet de collecter mon information, on voit en termes de contexte que ici, à ma droite, je suis sur une cellule restituable puisqu'en fait, c'est quelque chose qui a été entré en 2017 et qui ne peut plus être modifié. Par contre, ici, j'ai décidé que cette cellule-là était une cellule saisissable et donc, si je le souhaite, je peux rentrer une nouvelle valeur et cette valeur est directement stockée dans la base. Donc, je renseigne mon hypothèse en amont du processus d'élaboration budgétaire
espèce de travail de préparation. Et ensuite, quand mon processus budgétaire commence, je suis prêt pour justement assez rapidement publier l'information et la mettre à disposition. Donc ça, c'est la philosophie d'avoir le formulaire rapport et le formulaire formulaire saisie, quoi. Donc, peut-être un élément que je ne vais pas démontrer, mais que je souhaite peut-être juste rapidement vous montrer, c'est que toutes ces données qui sont stockées dans une base de données centralisée et qui sont accessibles à travers ces rapports ou ces formulaires, si je veux vraiment pouvoir faire des contrôles très poussés, je dois aussi pouvoir y accéder de manière plus simple et plus complète. C'est là que l'outil de business intelligence arrive et apporte en fait ce type de fonctionnalité. Là, on voit, bon là en l'occurrence ça n'a pas été mis à jour, mais on voit en fait que la mise à jour peut être soit planifiée, soit faite automatiquement toutes les quelques minutes. Et ensuite, je peux rentrer dans une interface qui, elle, va me permettre de travailler beaucoup plus sur la totalité des données sans me poser des questions par rapport à la manière de structurer mon formulaire, de présenter mon formulaire quand je suis dans le monde Excel. Alors ici, c'est très simple, hein, j'ai toutes mes dimensions. Dès que je crée une nouvelle dimension, elle est publiée. Dès que je crée un nouvel élément, une nouvelle hiérarchie dans ma dimension, elle est présente. L'ensemble de mes caractéristiques, de mes données sont présentes et je peux utiliser cette information pour filtrer, imbriquer les dimensions les unes avec les autres. On est sur de la BI classique, simplement, au lieu d'avoir un repository BI géré par l'IT complètement séparé du monde financier, ici, j'ai d'un côté mon référentiel, j'ai mon processus d'élaboration budgétaire et j'ai ma BI tout intégré, complètement mise à jour automatiquement et géré centralement par les responsables fonctionnels. Alors, comme le temps passe, je ne vais pas rentrer dans une démo puisque finalement tout le monde connaît un peu ce type d'interface. Là, le différenciant, c'est vraiment que l'interface est à disposition directement dans l'outil. Je vais en profiter peut-être pour montrer un dernier élément qui est, une fois que tout ce travail de référentiel et de préparation est fait, j'ai enfin la pointe de l'iceberg, on va dire, qui est le processus d'élaboration budgétaire. Donc ici, on voit que j'ai un workflow à ma disposition, en l'occurrence le workflow d'élaboration budgétaire. Je peux aussi avoir un workflow de forecast. Le workflow de forecast, il va être à une granularité mensuelle dans ce cas de figure. Il va être fait agence par agence, alors que le workflow d'élaboration budgétaire, lui, est à une granularité, dans ce cas précis, annuelle et va être fait société par société, centre de coût par centre de coût. Donc ici, si je le sélectionne, je vois que pour 2018, j'ai mes sociétés qui ont démarré le processus. Je vois les différents centres de coûts qui participent au processus. J'ai, dans ce cas particulier, 4 niveaux de validation. On voit ici en fait qu'il y a eu une première validation. On voit qu'ici on est en attente de validation et on voit en fait qu'on est déjà allé au bout du processus et que le processus a été rejeté. Alors évidemment, ce qui est intéressant avec un workflow hiérarchique de ce type-là, c'est que je suis dans une démarche totalement asynchrone. Donc un centre de coût peut être très avancé, l'autre ne peut pas encore avoir commencé et ça me pose aucun problème puisqu'en fait tout est géré de manière asynchrone. Dernier point, mon travail de préparation a été fait en amont. Maintenant, je peux rentrer dans les différents formulaires corporate et je peux mettre à jour l'information à nouveau dans des classeurs, mais cette fois-ci, ce ne sont plus mes classeurs personnels, mais ce sont des classeurs, on va dire, partagés par l'ensemble de l'organisation. Mais sur le principe, ça fonctionne de la même manière. Donc ici, comme je suis rentré directement dans un nœud du workflow hiérarchique, l'exécution se fait automatiquement puisqu'on sait qu'il s'agit de l'agence numéro 1 et du centre de coût administration.
On voit ici qu'on a des cellules saisissables et des cellules qui sont simplement là sous forme d'information. On a encore un élément qui est fondamental, qui est le commentaire. Donc ça, je ne l'ai pas encore mentionné, mais chaque indicateur a un champ commentaire associé. Donc, à n'importe quel moment du processus, sur n'importe quel niveau de dimension ou de période temporelle, je suis capable d'y associer des commentaires pour expliquer à ce croisement précis qu'est-ce qui est en train de se passer et puis ensuite de le mettre à disposition à d'autres, puisque une fois de plus, le commentaire n'est pas stocké dans Excel, mais stocké directement dans la base de données. Donc, voilà pour ce formulaire-là. Je peux vous montrer un autre formulaire qui montre simplement que on ne travaille pas uniquement sur des indicateurs financiers, mais on travaille évidemment aussi sur des indicateurs opérationnels, là en l'occurrence sur la planification du personnel. C'est peut-être difficile à voir ici, mais ces listes sont dynamiques. Donc, à chaque fois que je supprime ou que je désactive ou que je rajoute un employé à matricule, ma liste est automatiquement à jour. Et comme je l'ai mentionné avant, j'ai effectivement la possibilité de rentrer de l'information. On voit ici ce que je vous ai présenté en début de démonstration. Tout ceci en haut ne sont pas systématiquement des dimensions, mais sont simplement des caractéristiques de l'élément. Mais on se rend bien compte que ces caractéristiques de l'élément sont fondamentales pour que je puisse justement prendre des décisions et entrer des informations pertinentes. Le contexte est fondamental. Et le fait de ne pas pouvoir créer autant de caractéristiques que je le souhaite associées à un élément de ma hiérarchie fait que in fine, dans le processus, il me manquera de l'information. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer une requête dans mon système transactionnel, je vais lancer une requête dans mon système BI, et une fois de plus, je casse l'agilité que finalement je recherche. Super, merci beaucoup Dominique. Ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là pour la démonstration parce qu'on a déjà pas mal débordé. Je recommande aux gens qui sont intéressés par la solution de nous recontacter ultérieurement pour avoir plus de détails si besoin. Peut-être rapidement, on peut passer à la slide de bénéfices et puis on se présentera très rapidement avant de répondre aux différentes questions. Alors, tac. Voilà, donc rapidement, les bénéfices. Donc, c'est la capacité d'avoir un référentiel unique. Hein, donc, c'est une plateforme complète qui permet d'avoir non seulement le pilotage financier, mais également la consolidation et la clôture et qui s'interface bien sûr avec la solution de comptabilité pour que tout ça, en fait, soit une suite complète de gestion de la performance financière. Un pilotage efficace puisque, en fait, vous avez la possibilité d'avoir des données, des prévisions fiables en ligne avec les métiers qui sont mises à jour temps réel en fonction des différentes saisies et en fonction des différentes remontées d'informations. La solution est bien sûr certifiée et sécurisée et conforme aux normes de consolidation locale, mais également internationales. Donc, elle existe multilingue et autres. Les simulations sont facilitées grâce aux fonctions d'analyse multidimensionnelles. Et puis, vous avez tout ce qui est automatisation des processus, automatisation de l'annexe consolidée des différents rapports financiers, que ce soit en Word comme en format XBRL. Alors, qui nous sommes? Juste rapidos sur Talentia Software. Donc, Talentia est un éditeur européen. Donc, on est présent partout en Europe. On couvre deux pans métiers qui sont la finance et la RH. Sur la finance, donc gestion de comptabilité, solutions de gestion financière. Et au-dessus, gestion de la performance financière, donc tout ce qui est analyse et reporting et consolidation et clôture, donc ce que vous venez de voir. Et sur la partie RH, tout ce qui est gestion de la paye et gestion du capital humain. On couvre à peu près 3600 clients en Europe, principalement des entreprises de taille intermédiaire qui ont des complexités assez fortes, quel que soit le secteur d'activité. On a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros et on est à peu près 430 collaborateurs répartis sur l'ensemble de nos sites. Notre suite finance, donc la voici. Donc, vous avez tout ce qui est lié à la gestion financière. Au-dessus, vous avez tout ce qui est lié à la gestion de la performance financière. Donc, pilotage de la performance
consolidation et clôture. Et si je fais un zoom rapide, donc là, vous avez les différents modules rattachés. Donc, la gestion financière qui comprend la gestion comptable, les immobilisations, les engagements et la trésorerie. Et puis, au-dessus, tout ce qui est lié au reporting et analyse, l'élaboration budgétaire, qui était le sujet de ce webinaire, et bien sûr, la consolidation, la clôture et la révision comptable pour tout ce qui est audit et contrôle interne automatisé. Je vais laisser la main à Isabelle pour que tu puisses présenter Tilly. Rapidement aussi, donc Strego, c'est un cabinet français. Vous voyez dans le top 10 national, on est 1400 personnes en France, on a à peu près 25 000 clients et on fait partie du réseau Baker Tilly, qui est le 10e réseau mondial qui couvre le monde entier. Et au niveau de notre offre, Béatrice, si tu veux passer à la slide suivante. Oui, tout à fait. Voilà. Au niveau de notre offre, on est un cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Donc, historiquement, on accompagne beaucoup de nos clients sur l'expertise comptable et tout ce qui est RH, donc élaboration des bulletins de paie, mais aussi tout ce qui est conseil RH. On a un volet juridique, puisque évidemment, accompagner l'entreprise en tant qu'expert comptable, c'est aussi d'accompagner sur toutes ces problématiques juridiques, droit des sociétés, droit commercial, droit social, et j'en passe, vous avez une petite liste. Et l'expertise comptable, c'est aussi de contrôler les comptes en tant que commissaire aux comptes. On a également un département audit et tout ça aujourd'hui, ça évolue et ça se complète vers une offre de conseil qui est assez large puisqu'on accompagne notamment dans le cadre de l'élaboration budgétaire, les directions financières dans tous leurs projets. Donc, effectivement, ça peut être améliorer le pilotage de la performance financière, ça peut être améliorer le processus d'arrêté des comptes, c'est savoir comment s'organiser et puis faire évoluer ou choisir d'autres SI finances. Mais on a aussi d'autres offres dans d'autres départements qui consistent aussi à accompagner les entreprises dans le transfert de l'entreprise, la reprise d'entreprise, la création d'entreprise, leur financement, leur couverture d'assurance, voilà, tout ce qui va être en soutien et en support aux dirigeants d'entreprise. Donc une palette assez large en France, mais aussi après la possibilité d'accompagner les entreprises qui veulent travailler à l'international via le réseau Baker Tilly. Super, merci beaucoup Isabelle. On vous avait proposé un dernier sondage, donc si vous avez le temps d'y répondre avant de nous quitter, donc sur la question vos solutions sont-elles suffisamment intégrées? Ce qu'on entend par là, c'est que souvent la sphère financière est composée de N solutions qui ne sont pas forcément bien interfacées et qui ne remontent pas forcément la donnée de façon cohérente au sein d'un référentiel commun. Donc, si vous avez 2 petites minutes pour y répondre, ça serait performant pour nous. En tout cas, ça nous arrangerait. Et puis, derrière, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Donc, on a une première question, c'est quelle différence entre CPM et EPM? Donc, CPM, c'est Corporate Performance Management. EPM, c'est Enterprise Performance Management. On va dire que je suis de la partie marketing, donc je vais répondre à la marketeuse. C'est la même chose, hein. C'est purement et simplement une façon un petit peu plus moderne de s'exprimer. Donc, certaines entreprises disent CPM, Corporate Performance Management, d'autres disent EPM, Enterprise Performance Management, mais c'est exactement le même périmètre fonctionnel. C'est exactement la même chose. J'ai une deuxième question peut-être pour toi, Dominique. J'en ai rapidement parlé, c'est quid de DXBRL? Est-ce que notre solution est capable de supporter ce nouveau format réglementaire? Alors là, la réponse effectivement est assez rapide puisque une fois que tout le travail en amont est fait et que les rapports financiers qu'on a vus ont été produits, ensuite il suffit de faire le mapping et de produire le résultat XBRL. Donc oui, la solution intègre totalement cette capacité à produire d'XBRL. On a une autre question un petit peu plus précise sur la capacité de faire plusieurs hypothèses budgétaires et de pouvoir conserver les différentes hypothèses pour pouvoir, in fine, en fait, en temps réel, s'adapter à l'une ou l'autre des hypothèses réalisées en amont.
Donc ouais, ça c'est une question qui illustre bien finalement ce que j'ai démontré, c'est que peut-être qu'au début du processus, on n'a qu'une version des hypothèses parce qu'on est sur quelque chose d'assez simple, et au fur et à mesure que la maturité augmente, on a besoin de versionner ces hypothèses. Et c'est là justement que la capacité à rajouter une dimension version et à l'intégrer à l'indicateur hypothèse, c'est là qu'on veut être indépendant et qu'on veut faire ça en 5 minutes et qu'on puisse changer sa manière de faire finalement en quelques heures pour le forecast d'après. Donc c'est là que toute la plateforme apporte la puissance dont j'ai parlé pendant la démo. Donc oui, c'est possible, et en plus, cette agilité et cette capacité à faire reste dans les mains des fonctionnels. Autre question, votre solution CPM s'interface-t-elle avec toute solution de comptabilité? Alors on a des interfaces, comme je le mentionnais, on a des interfaces en dur avec les solutions de comptabilité. Ça veut dire que les deux systèmes se parlent en temps quasi réel. Donc là, on a un certain nombre d'interfaces, en particulier la nôtre. Mais après, ce qui est aussi intéressant, c'est que voilà, on a la capacité de lire n'importe quelle source de données, et en plus, on a la capacité de la transformer de manière très simple à l'intérieur de notre propre environnement d'import, ce qui donne la main finalement une fois de plus au fonctionnel. On a également un système qui va vérifier toutes les quelques minutes s'il y a des nouveaux fichiers qui arrivent. Il les importe automatiquement, il les garde dans une zone de staging. Quand c'est validé, ça entre directement dans le processus, soit de forecast, soit de budget. Donc, c'est très transparent et totalement maîtrisé en fait comme processus de lecture. Ok, super. On va écouter, moi j'ai plus de questions qui arrivent dans le chat. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Merci beaucoup Isabelle et Dominique. Surtout, si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur Talentia ou sur Baker Tilly Strego, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web talentia-software.com ou sur le site web de Baker Tilly, donc bakertillystrego.com. Ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à toutes vos questions et qu'on viendra vous rencontrer pour vous apporter des réponses très précises par rapport à votre problématique. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à reparticiper à la version enregistrée de ce webinaire qui sera disponible sur la plateforme Webikeo, et puis à venir régulièrement participer à nos webinaires sur nos chaînes finance ou RH sur webikeo.fr ou .com. Merci beaucoup à tous, excellente journée et surtout prenez soin de vous. Au revoir. Merci à tous, au revoir.